Il n'y est toujours pas. Voilà. Bon. Je ne sais pas, M. Perkins, il n'y arrive certainement pas. Je ne sais pas. On va patienter un peu. Auquel cas, je risque de reporter le live et puis on le reprend à une date ultérieure, autant qu'on comprenne avec M. Perkins la méthode, la procédure. Bon, bah, je pense que voilà. Là, c'est mieux. Bonsoir, M. Saleh. Bonsoir à tous. Là, vous êtes maintenant en tant que participant en live. Parce que tout à l'heure, vous étiez simplement en tant qu'invité, en tant que téléspectateur. Là, vous êtes en tant qu'invité. Ça veut dire qu'on vous voit, on vous entend, et puis vous pouvez prendre Bonsoir la à tous, je vous entends aussi très bien. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, là, on peut partager parce qu'il y a M. Salem qui est là. Il va se présenter, il va nous dire qui il est, nous dire un tout petit peu sur son parcours en tant qu'entrepreneur gabonais et nous partager son expérience en tant que, non seulement en tant que chercheur d'argent au Gabon, et surtout nous partager des clés, des astuces pour gagner de l'argent pendant une période comme celle-ci, une période électorale. Donc, pour partager le live, c'est simple. Quand vous êtes sur YouTube, vous êtes sur le live, vous allez voir un bouton partager. Enfin, vous allez voir trois petits boutons quelque part sur l'icône du live. Vous cliquez dessus, vous allez voir la flèche partager. Et c'est cette flèche-là que vous devez simplement, vous cliquez sur cette flèche et elle va vous envoyer vers un lien que vous allez copier et aller partager sur vos réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, ça peut être WhatsApp, ça peut être LinkedIn, ça peut être n'importe quelle plateforme. Vous partagez simplement ce lien-là, les gens vont tomber dessus et ils vont se connecter, ils vont venir suivre. C'est aussi simple que cela. Donc, je vais aussi partager le lien dans les commentaires pour vous faciliter aussi la connexion, le partage. Et de cette manière, voilà. Donc, Monsieur Perkins, je vous ai envoyé le lien du live sur WhatsApp. Comme ça, vous allez pouvoir simplement le copier, l'envoyer dans vos groupes WhatsApp avec des commerçants, avec des personnes qui s'intéressent à vos activités. Ce sera plus facile pour vous de promouvoir le live de ce soir. Désolé encore pour le temps qu'on a pris, c'est pas toujours facile, mais il y a toujours une première atout et les premiers essais, les premiers jets sont toujours un peu bruyants, donc ne seront pas très très rigoureux. Donc je rappelle, le but du live, c'est d'expliquer, montrer aux uns et aux autres comment on peut capitaliser sur la période électorale pour gagner de l'argent en tant que commerçant, en tant que commerçante, en tant qu'entrepreneur. Je vous ai partagé le lien du live en commentaire. Allez simplement voir, vous le copiez, vous le partagez sur vos réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, M. Salem, il s'est d'abord mis de côté. Il va revenir après. OK. D'accord. Là, c'est bon, vous voyez? Oui, là, on te voit. Donc, si
si tu peux te présenter à nous, à l'auditoire, et puis on va commencer. On ne peut pas attendre plus longtemps. D'accord, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, déjà, merci, merci d'avoir pensé à moi, hein. Monsieur motivateur, d'avoir C'est pensé un à moi plaisir. pour prendre part à ce débat. Mhm. Et notre rôle, c'est ça aussi, c'est de soutenir ce genre de projet, partager notre petite expérience avec nos frères, nos compatriotes. Mhm. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Perkins Mintamindon. Je suis beaucoup plus connu sur le travail que j'ai eu à effectuer pendant des années, notamment la création de la première marque de cosmétiques bio, Mialo Cosmétiques. Mhm. Et mes activités ne se limitent pas uniquement dans le domaine des cosmétiques. Oui. J'ai roulé la bosse, comme on dit. Ça fait, ça fait pratiquement plus de 25 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Pratiquement 25 ans. Et j'ai envie de dire, j'ai presque tout fait. J'ai presque tout fait. Toucher à tout. Voilà, j'ai touché à tout. Parce que pour moi, c'était déjà une passion. Mhm. C'est une passion depuis tout petit. J'ai été fonctionnaire comme tout le monde. J'ai été salarié pendant 6 ans. Je sais pas, Ah, c'est dans les années 2000 par là. J'ai été salarié, j'étais professeur d'art plastique pendant 6 ans. d'accord. Mais sauf que de façon parallèle, j'avais toujours mes activités. Et il est Mhm. arrivé un moment donné où j'ai dû faire le choix entre Mhm. rester totalement disponible pour gérer mes projets Oui. ou continuer à aller enseigner. Voilà. Et c'était pas facile, j'ai fait ce choix-là. J'ai fait ce choix. J'ai commencé à monter des projets, je pense, depuis l'âge de 17 ans. Ah, ça. Voilà. Je pense que depuis le lycée, je montais déjà des petits projets à gauche, à droite. Et au fur et à mesure, je prenais plaisir à monter des projets, à mettre les gens en relation, à organiser des événements, sans toutefois que je me spécialise dans un domaine bien Bien spécifique. possible. Mhm. Voilà. Donc, dès qu'une opportunité se présentait comme ça, moi, je me lançais. Euh, En mode si je me rappelle freestyle. bien. Oui, vous dites? C'était en mode freestyle, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une opportunité, une situation, Voilà, euh, voilà. soit de votre domaine ou pas, vous lancez. Exact. Mais sinon, je me rappelle que ma base dans le domaine de l'entrepreneuriat, entre griffes, si je peux parler ça ici, Mhm. Bien sûr. j'étais un très bon dessinateur. Le Quand dessin. j'étais petit, j'étais un très bon dessinateur et je jouais bien au foot. Je comprends Donc, entre pourquoi, les deux, je comprends pourquoi la course se montre toujours sportive. Je comprends. oui, oui, j'ai même failli faire carrière dans le foot. Je suis allé jusqu'en deuxième division. Ceux qui ont connu le stade à Québec à l'époque, Mhm. le stade à Québec, dans les années 96-97, j'ai joué en deuxième division au stade Mhm. à Québec. J'avais été sélectionné pour prendre part au tournoi de Montaigu en France, des minimes. Oui. Donc, j'avais, comme je disais, j'avais une base dans le dessin et le foot où je pensais que j'allais faire carrière. Et quand on était plus jeune, quand il fallait faire le cahier des CEP, beaucoup d'élèves avaient du mal à dessiner. D'accord. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis découvert le talent de dessiner pour les gens et on me payait. Donc, c'est la toute première expérience entrepreneuriale, le dessin Voilà. pour les Donc carrés de massage plaisir. les parents venaient chez nous à la maison avec leurs enfants
déposer des cahiers de CEP et chaque parent payait 5 000. Wow. Donc, j'avais des lots de cahiers comme ça. Et ça m'a rendu un tout petit peu célèbre dans le quartier, dans certaines écoles. Et ce qui était très intéressant à cette époque, c'est que les gens se sont rendus compte que j'avais plein d'imagination. Parce que je peux me retrouver en train de dessiner 10 cahiers de CEP différents, mais tous les 10 n'étaient pas pareils. Donc, à chaque fois, je réussissais à diversifier, à créer de nouveaux designs. Voilà, donc ma première expérience dans l'entrepreneuriat, je peux dire que ça a commencé à ce niveau. Ensuite, comme j'aimais bien jouer au foot, quand on était petit, on allait de quartier en quartier organiser des petits championnats entre jeunes. J'étais à Petit Paris à l'époque, c'était dans les années 86, 87. Donc, on allait dans les quartiers réunir d'autres jeunes pour organiser des petits matchs. Et j'avais déjà été remarqué parce que j'avais cette facilité de réunir les jeunes. Quand j'arrivais dans un coin, je formais rapidement des équipes et les gens me suivaient. Voilà. Donc, on allait à Cocotier, à Nkembo, à la Sorbonne. Et grâce à mes talents de dessinateur, lorsqu'il fallait mettre les dossards sur le maillot des joueurs, bon, je ne peux pas appeler ça des maillots, bon, chacun venait avec son t-shirt. Oui, bien sûr. Pour différencier les joueurs, on prenait la craie, on écrivait avec la craie, mais tout le monde sait qu'avec la craie, ça s'effaçait après. Donc moi, je m'arrangeais déjà à mettre des dossards sur les numéros, sur les t-shirts, bien sûr, ou les maillots. Et c'était tellement bien fait. Enfin, les gens qui voyaient, ils pensaient que c'était bien fait. J'ai tracé les dossards, les numéros, c'était bien fait. Et ça attirait l'attention des gens. Et à chaque fois qu'il y avait un match, on disait non, mais allez voir le petit Salem, lui, il vous fera du bon boulot. Donc, j'ai commencé justement à monter des petits projets, comme je dis là, j'organisais des petits matchs, je faisais des cahiers de CEP, moyennant quelque chose. Au quartier aussi, lorsqu'il y avait des événements, par exemple, on me demandait d'aller écrire sur le mur. Et c'est ce qui m'a permis de continuer dans ma passion jusqu'à ce que je me suis retrouvé à l'ENAM, l'école d'art de manufacture, voilà, où il fallait que je me perfectionne en art graphique et en art artistique. Donc, si j'ai démissionné de mon emploi, j'aimerais savoir à quel moment l'idée de fonder Mialo Cosmétique arrive, parce que je suis persuadé qu'il y a eu plusieurs autres business ou activités qui ont été faites avant d'arriver à Mialo Cosmétique, mais pour pouvoir parler de ce pourquoi vous êtes connu le plus aujourd'hui, comment l'idée de Mialo Cosmétique arrive. Parce que justement, après ça, on va voir voilà, comment... Mialo Cosmétique est né en 2010, ça fait 13 ans. Le projet Mialo a été mis sur pied en 2010, ça fait 13 ans. Mais bien avant de mettre ce projet sur pied, j'avais déjà monté d'autres projets auparavant. Comme je disais, avec mes talents de dessin, j'ai pu suivre des formations à gauche, à droite pour m'améliorer, jusqu'à ce que, même pendant que j'étais au lycée, j'ai réussi à travailler à mon compte. J'avais 17 ans, je travaillais déjà à mon compte. J'ai réussi à ouvrir une imprimerie. Oui. Donc, à 17 ans, j'avais déjà une imprimerie où je pouvais déjà travailler à mon compte. J'avais déjà la possibilité d'embaucher des jeunes du quartier que je formais aussi. C'était vraiment étonnant à l'époque. Un jeune de 17 ans qui parvenait déjà à avoir son petit business. Et de cette imprimerie, j'ai pu
développer d'autres choses parce qu'à l'époque, il fallait tracer les lettres à la main. Il fallait tracer à la main. Concevoir des maquettes à la main. Il n'y avait pas de logiciels comme nous les avons aujourd'hui, Photoshop, Illustrator, Canvas et autres. Tout devait être à la main. Et j'ai commencé à attirer l'attention de certaines personnes parce que j'avais ce talent-là de savoir dessiner les lettres avec précision, alors que je le faisais à la main. Voilà. Donc, j'ai commencé à gagner la confiance de certaines associations, de certaines églises à qui j'ai réalisé. Et surtout, je me rappelle, il y avait les retraits de deuil, il y avait des mariages. On me sollicitait beaucoup. Et je me rappelle aussi qu'à l'école, quand j'étais au lycée, la tenue de sport, parce que chacun venait avec sa tenue. Et moi, je m'arrangeais toujours que dans mon équipe, nous ayons des uniformes imprimés avec le nom de chacun dessus. Alors, vous imaginez, ça fait partie de la vision. C'est un terme que j'aime bien utiliser parce que naturellement, j'ai toujours été... Dieu s'est servi de moi, par exemple, pour mettre sur pied des choses que les gens peut-être n'avaient pas pensé avant. Comme je disais, j'aimais le foot. Et à cette époque, la seule chose qui apparaissait sur le maillot, c'était le dossard du joueur. Et moi, j'ai eu l'idée de mettre le nom de chaque joueur, ou du moins de chaque élève, sur sa tenue. Et je pense que des années après, dans les années 92, c'est là où la FIFA a décidé de mettre désormais les noms des joueurs sur chaque maillot. Moi, je le faisais déjà au lycée. Oui. Donc, j'ai commencé à attirer l'attention de pas mal de gens. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens me connaissaient déjà dans le quartier. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai eu la chance d'être approché par un collaborateur de monsieur Max Bikalou, le PDG de Petrogabon. Alors, ce monsieur, que je ne connaissais pas d'ailleurs, avait remarqué mon talent. Et un jour, il me dit, ce que tu fais est très intéressant. Est-ce que tu penses que si on te confie un petit marché, tu peux le gérer, notamment écrire sur les véhicules, écrire sur les grilles de gaz. Et ils m'ont fait passer un test. Et ce test a été concluant jusqu'à ce qu'ils m'ont donné le marché. Et je pense qu'à partir de là, les gens commençaient à se rendre compte que j'avais réellement du talent parce que tous les véhicules de Petrogabon à l'époque, c'est moi qui les habillais. On était en 2002. Je pense que ça fait 20 ans. C'était la création au lancement à la création de Petrogabon, oui. Voilà. Je pense que ça fait plus de 22 ans maintenant. Bien sûr, on est en 2023. C'est 2023. 2 ans, oui. Presque 20 ans à peu près. Donc, j'ai commencé à attirer l'attention des gens par rapport à mon talent. Ensuite, en dehors de ça, je me rappelle bien avant, dans les années 98, le CCF avait lancé un projet de création de la première bande dessinée gabonaise qui s'appelait BD Boom. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est pas évident. Oui, bonjour. Bonsoir, bonjour. Moi j'ai entendu. Moi c'est Lise Laurine Tolombega, je suis une jeune entrepreneur gabonaise. Oui. Je fais dans l'agro-business, dans l'agroalimentaire transformation. J'ai rencontré déjà Monsieur Mialo Industrie. Plusieurs fois, je l'ai déjà rencontré, mais je voulais intervenir sur la BD Boom. Moi, je l'ai connu. On faisait des bandes dessinées voilà, les bandes dessinées. Et puis après, on soumettait ces bandes dessinées-là
à nos enseignants qui les envoyaient Très au bien. niveau On du distribue ça CCF. dans les écoles. Moi, j'avais eu un prix, c'était... Bon, j'avais eu un lot quand même parce que je ne savais pas vraiment dessiner, mais j'ai quand même eu Ratemplan. Voilà. Ah, Ratemplan, J'ai pu voilà, avoir Ratemplan. Ratemplan de Ça, c'est Lucky très Luke. bien. Voilà, je 2001, moi, devais je être au pense que CM2, c'était cette époque-là. Ça, c'est très bien. Vous avez bonne mémoire. Oui. Donc, 2001, moi, je pense que j'étais dans les classes, peut-être, je ne sais pas si c'est CPD ou C2, je sais même plus. CP1. Oui, Moi, j'étais déjà au CM2. Ah ouais, non, c'était pas trop long pour moi. Donc, ça c'est peut-être une parenthèse que beaucoup de gens ne savent pas. Bon, j'ai toujours été quelqu'un qui travaille dans l'ombre. C'est peut-être ces dernières années qu'on est obligé peut-être de faire connaître nos réalisations à travers les réseaux sociaux. Donc, le projet de la création de la première bande dessinée, comme je disais, BD Boom, il y avait Libec qui est maintenant à l'Union. Oui, effectivement. On a travaillé ensemble sur ce projet avec Mundunga. Voilà, donc, j'ai continué, comme je disais, à monter des projets à gauche, à droite. J'ai ouvert ma première imprimerie, je gagnais pas mal de marchés. J'étais approché par des hommes politiques du Haut-Ogooué à l'époque, qui me confiaient la communication de tous leurs événements politiques. Surtout la conception des gadgets. Voilà, la conception des gadgets, des banderoles, les t-shirts à l'époque. Et beaucoup de gens ne le faisaient pas, surtout. Beaucoup de gens ne le faisaient pas. Donc, c'était et ce que les gens appréciaient beaucoup, ils disaient, bon, la plupart de ceux qui étaient dans ce secteur-là, c'était les Béninois, les Camers, les Nigérians. Et quand on voyait un Gabonais se lancer, j'étais jeune et ça fascinait beaucoup de gens. Donc, et je faisais bien ce travail-là jusqu'à ce que, pendant les années 2003, j'ai pensé à diversifier mes activités. Jusqu'à 2003, je pense que je jonglais entre les cours. J'étais déjà enseignant, donc je jonglais entre les cours et mon business. Et comme je disais au début, il faut savoir créer les opportunités, il faut savoir saisir les opportunités. À cette époque, il y a un phénomène qui régnait. Les gens allaient louer les DVD, les CD. On les appelait les VCD, je pense. Oui, il y avait les VCD, il y avait les DVD. Voilà. Le VCD il prenait plus les bandes audio. Le DVD Très bien. il prenait les vidéos parce qu'il stockait jusqu'à 4 gigas de mémoire. Voilà. Après, j'ai fait un constat. Le constat, j'ai fait un constat. Je ne pouvais pas avoir des marchés tout au long de l'année. C'était par période. On est en décembre, on est par exemple pendant les grandes vacances. Mais les autres mois, c'était la période morte. Il n'y avait pas d'entrée. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas ajouter un business qui me fera rentrer l'argent de façon permanente? Et c'est comme ça que j'ai pris l'initiative de créer une vidéothèque. Et à cette époque, il n'y a que les Maliens, les Sénégalais qui avaient ce genre de business. Donc, j'ai monté une vidéothèque pour faire louer les VCD, les DVD, les cassettes vidéo. Contrairement aux autres, moi, je faisais la location à 500. Ce qui fait que j'avais plus de clients. Oui, plus de clients que tous les autres. Voilà. À un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où mon capital ne me permettait pas d'acheter les DVD en grande quantité. Ça coûtait cher. Je pensais que l'unité coûtait en gros 2500. Donc, s'il fallait avoir, par exemple, une centaine, c'est 250 000. Et quand on a ce genre de business, il faut savoir diversifier. Vous avez ceux qui aiment les films d'action, les films d'horreur, les documentaires et autres. Donc, il fallait avoir tout ça. Donc, au bas mot, il fallait que j'ai au moins 500 VCD. Voilà. Mais sauf que je n'avais pas ce budget. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est ce qu'on demande à nos jeunes de faire de nos jours. Tout ne se résume pas avec l'argent. Il y a des projets qu'on peut monter sans dépenser beaucoup d'argent. Il faut savoir faire tourner son cerveau, il faut savoir utiliser le rationnel, il faut réfléchir. Donc, dans le quartier là où j'étais installé à l'époque, j'ai un voisin qui
un voisin militaire qu'on avait envoyé à Bangui. Et lorsqu'il est rentré avec 2 gros cartons de VCD. Alors, il nous explique que là où on les avait envoyés à Bangui, ils allaient au Tchad et que là-bas, ça coûte 300 francs, 300, un VCD. Que nous, on vend, on achète à 2500. Au Tchad, ça coûte 300 francs. Donc, il a amené au moins 200 VCD dans 2 cartons. Ça, c'est une aubaine. Mais oui. Donc, mais moi, et ça m'a donné une idée, je suis allé le voir. J'ai dit, mais mon frère, je pense que tu ne peux pas suivre, tu ne peux pas avoir le temps de regarder tous les films qui sont dans tes cartons-là. Maintenant, moi, je te propose un deal. Tu me remets tes VCD, je mets dans mon business, je les fais louer, puisque je fais louer le VCD à 500. Tu as une commission de 200, j'ai 300 sur chaque VCD. Et ça te permet de gagner aussi de l'argent. Le jour où tu décides de récupérer tes VCD, je te remets ton business, mais moi, ça me permet d'avoir un capital pour acheter mes propres VCD. Il a accepté. Il a accepté. Voyez. C'est comme ça que du jour au lendemain, je me retrouve avec mon local bien aménagé, avec des VCD, des films de toutes sortes, des séries. Et là, on est en quelle année? Là, on est en 2003. Fin 2002, 2003. Donc, c'est là où je commence à ressentir qu'en fait, j'ai déjà une imprimerie, je suis enseignant, j'ai une vidéothèque, mais pourquoi ne pas diversifier les activités? C'est comme ça que je me rends compte que lorsque les gens venaient commander, par exemple, des t-shirts dans mon imprimerie pour des retraits de deuil ou pour des événements, on me demandait toujours, mais non, mais jeune homme, est-ce que vous ne connaissez pas là où on peut louer les chaises? On a une veillée de 2 ou 3 jours, on a besoin de chaises. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas aussi louer les chaises, faire louer les chaises? Je suis allé à Bâti Plus. Je me suis assis avec l'un des responsables de Bâti Plus. Je lui ai demandé, en fait, combien coûtait une chaise. Donc, le gars me dit, chez nous, vous achetez des chaises en gros, en plastique, c'est 4500 au prix du gros. Donc, si vous voulez qu'on vous livre les chaises, bon, il pensait que j'avais des moyens. Moi, je voulais juste avoir une idée. Et avec 4500, j'ai commencé à acheter 10 chaises, 45 000. Quand j'ai 45 000, je prends 10 chaises. Je mets dans mon magasin 10 chaises, 10 chaises, 10 chaises. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec 500 chaises. Oui, c'est largement suffisant. Wow. Même avec 200 chaises, on peut commencer. Je me retrouve avec 500 chaises. J'ai pu gagner quelques marchés. J'ai réinvesti dedans. J'ai acheté des chaises en grande quantité. Je les ai installées. Et voilà, j'avais donc un service assez complet. Location de chaises, en même temps une bibliothèque, mon imprimerie. Et je m'appelle à l'époque, le nom de mon imprimerie, c'était GAPI, GAPI, Gabon Art, Peinture, Imprimerie. Ça, c'était le nom que j'avais donné à mon imprimerie. Et quand je me suis rendu compte que j'avais commencé à diversifier certaines activités, j'ai changé de dénomination. C'est devenu GIS, Gabon Impression et Services. Alors, il y a un petit détail. Il y a un petit détail que je vais donner par rapport à ça. Vous vous rappelez qu'à cette époque, lorsque les Gabonais se lançaient dans les affaires, ils avaient du mal à légaliser leur business. Quand je parle de légaliser, c'est d'avoir une fiche circuit, payer les impôts. On disait, mais non, quand les contrôleurs arrivent, oh non, je suis Gabonais, je suis Gabonais, je suis Gabonais. Mais moi, j'avais compris que quand vous voulez faire les choses de façon formelle, la base, c'est d'avoir un dossier juridique. L'ANPI n'existait pas encore. Je suis allé là où on fait la fiche circuit. J'ai fait ma fiche circuit à 120 000. C'était au CDE, non, monsieur? Au CDE. Effectivement, c'était le CDE. CDE. J'ai fait ma fiche circuit et je vais vous assurer que c'est grâce à cette fiche circuit que j'ai pu gagner des contrats avec des entreprises. Oui, parce que vous étiez une personne J'étais légalement constitué. J'ai gagné des contrats avec certaines administrations, des entreprises, des contrats bien sûr à long terme. Donc, au fil du temps,
j'ai continué à gérer mes petits business. Et à un moment donné, j'étais très passionné par l'informatique, mais sauf que je ne maîtrisais pas l'informatique. C'est souvent ça le problème. On peut avoir des Voilà. idées, on peut avoir l'intention. Parce que dans mon secteur, à l'époque, dans l'imprimerie, on avait forcément besoin d'un infographe pour concevoir les maquettes. Et dans tout Libreville, il n'y a que France-Tel. Je ne sais pas si vous avez connu France-Tel à l'époque. Il était à Nombakele. Il n'y a que France-Tel qui avait Photoshop installé dans ses ordinateurs. On avait un monsieur Kamer au niveau de Rio. Ils étaient les deux dans tout le Gabon. Et je vous assure que quand vous arrivez chez ces gens-là... Mais non, oui, c'était encore les anciens ordinateurs de 93, 96. C'était les Macintosh. Vous voyez les Macintosh, voilà. Les gars nous disaient non, un Macintosh, ça coûte 1 million. Donc, oui. Et il fallait avoir un scanner, en fait. Il fallait avoir un scanner, il fallait avoir un Macintosh, il fallait maîtriser le logiciel et c'était compliqué pour tout le monde. Ouais. Un jour, je reçois un client qui soutenait un candidat. Le gars me dit, mais non, fais-nous rapidement une maquette. Comme ça, on va voir si la maquette est bien conçue. Nous, on te confie le marché. Je vais chez France-Tel, saturé. Je vais chez le monsieur Kamer à Rio, saturé aussi. Oui. Ils avaient le monopole. Je n'avais que un jour pour présenter la maquette. Vous savez comment j'ai fait? Vous avez dessiné. Je suis allé dans un cyber. Et je me suis rappelé que quand le monsieur concevait les maquettes, nous-mêmes, on s'asseyait à côté pour dire non, mets telle couleur, mets telle dimension, fais comme ça. C'est comme ça que je suis allé dans un cyber. J'ai commencé à concevoir sur Publisher, mettre les couleurs, façon en fait. J'ai réussi à sortir une maquette. Le lendemain, quand les gars là sont venus, j'ai seulement présenté le papier. Il n'y avait même pas encore les clés USB. On va imprimer comme ça. Voilà, j'ai dit, voilà, c'est bon. Mais quand ils ont vu, ils étaient impressionnés. C'est sûr qu'il ne fallait pas beaucoup pour impressionner à l'époque. Hein. Mais oui, ils étaient et puis le génie aussi a parlé, le génie, l'innovation. Donc, ils ont trouvé que j'ai fait mon boulot. Ils m'ont amené le marché. Et c'est grâce à ce marché que j'ai acheté un ordinateur portable. Je suis allé à la foire des ordinateurs. Ils étaient à Sainte-Marie, je pense. Ils sont toujours là-bas, monsieur. Voilà, c'est ça. J'ai acheté un ordi alors que je ne maîtrisais pas l'informatique. J'ai commencé à saisir seul, taper sur le clavier comme ça et tout. C'est comme ça que j'ai appris. Et les gens commençaient à ouvrir des cyber. Je passais tout mon temps. Je pouvais rentrer dans un cyber à 11h et sortir à 21h. Pour s'auto-former. Mais oui, c'était une drogue en fait. C'est-à-dire, je découvrais le monde du numérique, le monde de Internet. Les gens me demandaient, mais comment tu vas au cyber? Il y a d'autres qui disaient, mais non, peut-être que tu vas là-bas pour parler avec les femmes, parce qu'on ne peut pas comprendre que tu passes tout ton temps dans les cyber. Or, c'était ma façon d'apprendre. Après, quand j'ai vu combien je dépensais, parce que les tickets 1 heure, c'est 500. Il y a des cyber qui faisaient... Oui, tu voulais. Bon, étant donné qu'on a un peu commencé en retard, on va essayer de plutôt accélérer pour directement venir par rapport à la thématique parce que bien que ce soit un live en direct, les gens qui vont suivre en replay... Le temps que les gens se connectent aussi, hein. Mais c'est pas sûr que les gens vont encore se connecter. De toute façon, on va partager le live. Je me suis connecté, donc les gens peuvent aussi arriver. J'ai découvert le lien, j'ai cliqué et puis je suis rentré. Les autres vont arriver. Actuellement, M. Salem, là, actuellement, on est ce soir, nous sommes le 17 août 2023. La campagne est censée, je pense, c'est 2 semaines de campagne, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est 2 semaines. La campagne s'arrête souvent à la veille du vote ou bien 2 jours avant, parce que là, je ne maîtrise pas. La veille, à minuit. À la veille. Ce qui veut dire que là, nous sommes le 17. Le vote, c'est le 26. Donc, le 25 à minuit. Le 25, ok. Donc, on va prendre du 18 au 25.
Ça fait pratiquement, Une semaine. on a une semaine. Quels sont les différents domaines ou secteurs dans lesquels un chercheur d'argent peut se concentrer très rapidement pour pouvoir gagner quelque chose et comment il peut s'y prendre par rapport à votre expérience, parce que vous avez dit que vous avez commencé à l'âge de 17 ans, je pense que vous êtes dans la quarantaine ou cinquantaine, je ne sais pas. Oui, oui. Quels sont le type d'activité qu'on peut très rapidement commencer avec un petit budget? Parce que ce qui est sûr, c'est que selon ce qu'on veut faire, ce dont on est capable de faire, le budget sera corrélé, il va correspondre. Mais quelqu'un qui a un budget serré entre 10 à, on va dire quoi, à 100 000, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce laps de temps d'une semaine avec ce budget-là par rapport à votre D'accord. expérience? Comme tu disais au début, il faut savoir saisir des opportunités, voire même les créer. En période électorale, il y a beaucoup d'argent à se faire. Beaucoup d'argent. Parfois, on peut mettre sur pied des projets qui ne nécessitent pas un gros financement. Alors, je vais citer, par exemple, lors des événements politiques, notamment la campagne, c'est des événements qui attirent des foules. Il faut commencer par réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Parce qu'on ne se lève pas aussi un beau matin pour dire je vais investir dans un projet. Il faut observer autour, regarder s'il y a eu une demande, s'il y a un besoin. C'est par rapport à ça qu'on formule un projet. C'est-à-dire on trouve une solution. Maintenant, ce qui suit dans la plupart du temps, c'est de trouver des financements, trouver des moyens matériels, financiers, voire humains, pour pouvoir mettre à exécution notre projet. Donc, étant donné que tout le monde ne dispose pas forcément des moyens qu'il faut, on peut avoir des très bonnes idées, mais ne pas disposer des moyens qu'il faut. Donc, on va s'adapter au contexte. Je vais te donner ça après. Lors des campagnes, par exemple, comme je disais, c'est des moments où on mobilise beaucoup de foules. Alors, vous pouvez vous dire, par exemple, vous allez sur les réseaux sociaux, vous regardez les pages des différents candidats, vous verrez que sur les candidats, sur les pages des candidats, il y a des programmes. Tel candidat doit organiser une causerie en disant telle date, tel autre candidat va organiser aussi une cérémonie, une causerie à telle date. En fonction de votre budget, vous pouvez vous dire, bon, puisque les gens seront là, avant que le candidat n'arrive, pendant que le candidat sera en train de présenter son projet, et après l'événement, de quoi les gens auront besoin? Ils auront besoin de boire de l'eau, par exemple. Bon, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je peux utiliser des bouteilles recyclables, mettre de l'eau dans une glacière, aller leur proposer au prix unique de 100 francs, par exemple. Vous voyez? Et avec une projection, parce que lorsqu'on met un projet sur pied, il y a le coût d'investissement, il y a le retour sur l'investissement. Bien sûr. Si vous vendez en moyenne, vous vous dites, pendant la causerie, il y aura au moins 200 personnes. Parmi les 200 personnes, si j'ai réussi à vendre 100 bouteilles d'eau, à raison de 100 francs la bouteille, combien je gagne? J'ai au moins 10 000. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour gagner les 10 000, combien je dois dépenser? Il faut que j'aille chercher des bouteilles, que j'aille les laver, puiser de l'eau à la pompe, je ne sais pas, chercher une glacière, par exemple. Transporter. Et ça peut me coûter en moyenne, disons, 2500, 3000, compris le transport. Ça veut dire que dans les 10 000 que je gagne, j'ai au moins un bénéfice de 7 000. Et là, je viens de prendre l'exemple du projet le moins coûteux en termes d'investissement. Alors, quelqu'un d'autre dira, en dehors de vendre de l'eau, je peux aller vendre des glaces, par exemple. Je peux aller vendre du lait caillé. Ou même aller faire louer les chaises
Parce que quand les gens viennent à un meeting, celui qui organise le meeting ou la causerie Là, c'est a déjà location. un budget. Bon, il peut prévoir de louer, par exemple, 100 chaises et que pendant l'événement, il y a au moins 300 personnes qui s'ajoutent en plus. Comment il fait? Il faut que les gens soient assis, qu'ils soient à l'aise. Vous allez donc vous arranger avec celui qui accueille le meeting ou la causerie. Vous vous arrangez avec lui pour peut-être utiliser son espace pour faire louer des chaises. Et si vous n'avez pas de chaise, comme je disais, il faut savoir réfléchir. Vous allez trouver une agence ou quelqu'un qui fait louer des chaises, vous vous arrangez avec la personne en disant, mais bon, moi, je prends des chaises, vous me les faites louer à 200 ou 250. Et parfois, c'est moins, c'est 100 francs. C'est si vous sous-traitez, c'est peut-être 100 francs la chaise. Vous allez faire louer les mêmes chaises sur le site, par exemple. Et on aura l'impression que le candidat qui a loué toutes ces chaises, et ça lui permettra aussi de gagner en notoriété. Notoriété, et surtout en nombre de participants à son meeting. Voilà, c'est ça. Et là, vous gagnez aussi de l'argent. Vous avez, pendant les meetings ou pendant les causeries politiques, les gens ont besoin de faire des photos. De nos jours, on n'est plus obligé d'avoir un appareil qui coûte 500 000. Avec son smartphone ou son téléphone qui a une très bonne résolution, on peut faire des très belles photos. Oui. Ça, vous pouvez proposer aux clients, aux candidats, de faire des photos sur le site. Ensuite, vous pouvez faire des photos aux gens et leur envoyer directement dans leur téléphone, en moyennant 200, 300 en passant, vous voyez. Je pense qu'avec ça, on n'a pas besoin d'investir. Il suffit que vous chargez votre téléphone, que vous ayez une mémoire assez grande pour contenir toutes ces images. Et je pense que quand vous rentrez chez vous, c'est pas moins de 15-20 000 que vous repartez avec. Vous voyez. Vous avez aussi... Là, c'est quand on filme avec le téléphone. Parce qu'il y a des gens qui vont apporter leur propre caméra, leurs propres appareils photo. Oui. Voilà, donc, même si d'autres apportent des caméras, mais vous pouvez vous faire remarquer dans ce sens que sur votre téléphone, vous faites des photos de très bonne qualité et vous pouvez même proposer, par exemple, aux clients de les envoyer directement sur sa page Facebook afin d'inviter d'autres personnes, en fait. Vous voyez. Parce que le candidat n'a pas le temps de tenir en même temps un discours ou un meeting, en même temps gérer sa page, mais vous pouvez le faire à sa place, si vous voyez. Et je pense que si, à la fin, il se rend compte que son discours a été suivi par plus de 2000 personnes, si vous lui demandez de vous claquer même un petit 50 000, il ne va pas refuser. Est-ce que vous voyez? Et la prochaine fois qu'il tient un meeting, forcément, il est capable de vous mettre dans son équipe de campagne. Vous voyez, voici autant de choses que nous pouvons profiter pendant ces périodes de campagne. D'autres vont même aller plus loin parce que il faut s'adapter au contexte. Moi, j'ai fait asseoir certains de mes petits que j'ai formés, je leur ai fait cette proposition que lorsque les gens sont en train de se faire enrôler, parfois les attentes sont très longues. Pourquoi ne pas avoir des chaises sur place, des tentes, le Wi-Fi, une bouteille d'eau à chacun, et les gens payent un forfait de 1000 francs, simplement. Alors, vous imaginez sur un site, ça peut être à la mairie, ça peut être au gouvernorat, chacun va débourser 1000 francs, et dans les 1000 francs, il a une chaise, il est assis sous la tente, il a le Wi-Fi gratuit, et vous lui donnez une bouteille d'eau qui vous coûte en moyenne 200, de l'eau minérale, bien sûr. Oui, la petite bouteille Anza, là. Petite bouteille Anza de 200. Donc, dans les 1000 francs, vous ne dépensez que les 200, vous gagnez 800 sur chaque personne qui viendra assister à cet événement. À la fin de la journée, s'il y a 1000 personnes, je dis bien s'il y a 1000 personnes qui sont venues pour se faire enrôler sur le site, c'est pas moins de 800 000. Mais sur ce point-là, il faut bien que la personne qui vient proposer cette idée ait l'autorisation des propriétaires du site. Justement, c'est des choses qu'on s'arrange bien à l'avance parce que
quand on parle de prestation de services, Mhm. il y a des services qu'on propose. Les gens ne peuvent jamais imaginer que vous avez des services si vous n'allez pas le leur proposer. Donc, vous venez peut-être à la mairie, sur le site au gouvernorat, vous rencontrez les responsables. Bon, il y aura un meeting, il y aura une opération d'enrôlement ici pendant 5 jours. Moi, je souhaite proposer mes services. Quels sont vos services? Voilà, je propose des tentes, je propose des chaises, afin que les gens puissent être à l'aise pendant qu'ils seront sur la liste d'attente. Derrière ça, c'est pas gratuit. Vous me dites combien je peux payer. Parce que quand on fait les business, il faut jamais être dur avec l'argent. Il faut savoir partager avec tout le monde. Donc, l'un des responsables qui va vous donner l'autorisation d'occuper les sites, bon, c'est vrai, il peut pas vous donner un prix exorbitant. Il vous dira, mais non, mon petit, juste un coca. Qu'est-ce qu'on entend par coca? Vous allez évaluer que si dans l'opération, vous parvenez à gagner au moins 300 000 jours, Oui. je pense que sur les 300 000, vous pouvez lui remettre au moins 20 000 jours, fois le nombre de jours, vous lui remettez un cachet de 100 000, pour lui, c'est déjà beaucoup. Est-ce que vous voyez? Un peu qu'il ne s'attendait pas Voilà, il ne s'attendait pas à ça. Par rapport à... Et vous pouvez multiplier la même opération, sur plusieurs sites. Et grâce aux réseaux sociaux, où nous avons la possibilité de communiquer de façon simultanée, vous allez entendre les gens dire, ah, moi, je peux aller me faire enrôler sur tel site parce que là-bas, les gens ne restent pas debout. Il y a quand même quelqu'un qui propose des chaises, des temps. Vous voyez. Oui. Donc, et plus les gens vont commencer à connaître votre concept, c'est même des gens qui viennent vous contacter en disant, mais non, est-ce que vous pouvez venir faire la même chose sur notre site qui se trouve à Nzayon, qui se trouve à Kanda? Et plus les gens seront satisfaits, plus vous aurez des clients. Et c'est le chiffre d'affaires aussi qui va augmenter. Est-ce que vous voyez? D'accord. Bon, ce qui est bien, c'est que les campagnes électorales, que ce soit législatives, locales ou présidentielles, fonctionnent à peu près de la même manière. Et il y a des services plus ou moins qui sont toujours très sollicités. Donc, moi, la préparation du live, j'ai énuméré des grandes parties. On va prendre le temps de pouvoir disséquer. Déjà, dans toute cette période-là, il y a tous les services qui rentrent dans l'événementiel. Oui, oui. Il y a tout ce qui concerne les activités libérales. On va les énumérer. On a des sources de revenus, des AGR, notamment au niveau alimentaire, c'est-à-dire la possibilité de se restaurer pendant ces activités-là. Oui, oui. Et il y a aussi, dorénavant aussi, il y a aussi ceux qui font dans l'animation en ligne des causeries, oui, oui. Des meetings. Donc, oui. Pour ceux qui suivent le live, on va commencer déjà par essayer de revoir toute la branche même de l'événementiel. Donc, oui. Pendant les campagnes électorales, il faut comprendre déjà que la première chose dont a besoin un candidat, quand il veut organiser son meeting, c'est un cadre pour recevoir la foule. Donc, ce cadre-là, il le reçoit sous des tentes et cette foule va s'asseoir sur des chaises. Donc, ce sont d'abord ces deux premiers business sur lesquels il faut se concentrer. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se lancer dessus à la va-vite parce qu'il faut déjà avoir du matériel prêt pour ça. Ce n'est pas un truc qu'on va lancer rapidement comme ça. Donc, avoir déjà ce matériel à disposition pour pouvoir proposer cette prestation. Toujours dans l'événementiel, on a la location de tout ce qui est sono, donc tout ce qui est audiovisuel. Ils auront besoin des micros, des baffes, des tables de mixage pour pouvoir faire porter leur voix pendant les causeries et faire participer l'audience. Donc, ça, c'est la deuxième activité de ce grand secteur-là. On a des DJ ou des modérateurs de meeting. Parce que le candidat, il ne parle pas seul. Je suis sûr qu'en dehors d'un membre de son parti politique ou de son équipe, voilà, il a certainement besoin de quelqu'un qui va coordonner entre la prise de parole, les questions du public et pour que son meeting se déroule bien, qu'il soit assez fluide. Donc, il aura besoin d'un animateur.
Et le plus souvent ici, ce sont ceux qui ont l'habitude d'animer comme des mariages coutumiers ou civils ou des soirées, des dîners galas qui auront une meilleure expérience, un meilleur profit pour pouvoir proposer cette prestation-là. Donc, vraiment, au niveau de l'événementiel, ce sont ces points à prendre en compte. Maintenant, on va rentrer dans les activités libérales. Monsieur Salem en avait déjà parlé. On a vu tout de suite ici que pendant le rassemblement des foules, hein, il y en a qui veulent immortaliser ces moments-là. Pas seulement l'équipe du candidat, mais même la foule. Il y a des gens qui viennent habiller avec les gadgets de leur candidat, qui ne sont pas forcément dans le comité d'organisation, mais dans le parti politique, mais veulent immortaliser le moment. Toi, en tant que photographe, tu viens avec ton équipement, ton appareil photo et ton imprimante portable pour pouvoir imprimer les photos que tu vas prendre. Tu te positionnes, tu trouves un petit coin, comme certains font souvent pendant les mariages. Tu fais la même chose pendant un meeting. Tu vas avoir des personnes qui vont te solliciter pour des photos de groupe, des photos en individuel. Donc, c'est une façon de gagner de l'argent. Toujours comme activité libérale, et ça c'est fait généralement beaucoup plus en amont même des meetings et même pendant l'organisation de l'agenda du candidat, c'est tout ce qui va rentrer dans l'infographie. On a les infographies du candidat, on a les infographies à produire pour le parti politique, on a les infographies à produire pour toutes les personnes autour du candidat. On a les infographies ici, notamment tout ce qui va consister à, comme les banderoles, comme des affiches publicitaires, comme des flyers, des choses comme ça. Ça va permettre à ce que le candidat et son équipe puissent pouvoir être visibles de différentes manières. Donc, la période électorale, c'est le moment où tous ceux qui font dans l'infographie et même dans la vidéographie sont très sollicités. Toujours comme activité libérale, on a ici les métiers ou les services d'impression. Les métiers et services d'impression ici, c'est ces personnes-là qui impriment des t-shirts, ces personnes qui impriment sur des casquettes, les personnes qui impriment sur des vestes, des chemises. Les personnes vont pouvoir aussi faire de l'impression sur des goodies. Ça peut être des clés USB, ça peut être des parapluies. Il y en a qui font même jusqu'à imprimer sur des téléphones, sur des chaussures. Il y a des femmes qui font dans la conception de chaussures, mais arrivent à mettre le tissu du parti politique sur les chaussures, sur la ceinture, sur le chapeau. Et lorsque le militant va assister au meeting de son candidat, il y va déjà bien habillé aux couleurs et à la charte graphique de son candidat. Donc, ça, c'est vraiment des activités qu'une personne peut mener à très court terme si, bien sûr, elle a la capacité de proposer le service. Maintenant, la troisième grande partie, c'est tout ce qui sera en lien avec la restauration. Pendant les meetings, les gens ont chaud. Pendant les meetings, les gens ont faim. Il y a des meetings qui ne commencent pas vite. Il y a des meetings qui ne finissent pas vite. Il y a des meetings qui se tiennent tôt la journée sans qu'il y ait un grand soleil. Il y en a qui se tiennent sous le soleil. Donc, tous ces éléments font que quand il y a la foule, il y a des besoins physiologiques qui se ressentent tout de suite. Et le besoin de se restaurer, de manger, fait partie des besoins les plus exprimés à ce moment-là. Donc, comment satisfaire ces besoins? Si vous avez une glacière, qu'elle soit de moyenne taille ou de grande taille, vous amenez votre glacière, vous mettez les canettes ou les jus en plastique, vous les disposez là bien glacés, vous allez voir que ça ne va même pas mettre du temps. Mais si vous êtes bien organisé, vous avez un parent, bien vous-même, vous avez un véhicule à disposition, ça peut être une petite voiture ou un pick-up, vous le chargez en glaçons et en boissons à l'intérieur, vous mettez 2-3 personnes pour sécuriser et vous positionnez simplement là, sous le soleil avec les militants, vous allez voir que les gens vont se ruer vers votre véhicule qui vend la boisson. Pas forcément la boisson alcoolisée,
pas surtout des jus et de tout ce qui est comme eau minérale. Madame Tolo, je vous pose une question. Oui, moi j'ai une petite question. Par rapport à mon domaine d'activité au niveau de la transformation, moi je fais des jus naturels pressés, par exemple. Tu vois, j'essaie un peu de démarquer la façon de consommer des Gabonais. Donc, j'apporte des solutions plus naturelles, on va dire. Maintenant, moi, quand je propose mes boissons, mes boissons sont toujours naturelles, c'est-à-dire j'extrais le jus d'un fruit et après je le pasteurise et je le mets je l'embouteille et je le revends. Maintenant, si moi je veux faire la promotion de mes produits, est-ce que ce serait judicieux alors là de les présenter ou de présenter tout ce que le consommateur Nanda connaît, donc les jus gazeux? Monsieur Salem Et à combien je serai amené à vendre mes jus pressés, par exemple? Bon, je vais laisser Monsieur Salem prendre la parole pour vous répondre. Oui, allez-y. D'accord. Et c'est même une très bonne occasion pour vous de faire connaître vos produits. À combien vous vendez vos jus? La bouteille, c'est combien? Il y a la bouteille de 0,5 centilitres et celle d'1,5 litre. La 0,5 centilitres, elle est à 500 et le 1,5 litre, il est à 4000. Attends. Donc, 0,50 centilitres est à 500. C'est la petite bouteille Anza, là. De 250 300, là. Oui, De 300, la bouteille Anza de 300. Je la fais à 500 francs. C'est 33 ou 50 centilitres? D'accord. Non, tu as le 33 centilitres, c'est le plus petit là. Tu as le 0,5 centilitres, c'est celui auquel on était toujours habitué avant que le petit format là n'arrive. Et puis tu as le litre et demi. Tu vois, avant, Anza, il y avait, parce que les 0,33 centilitres là, elles sont plus petites et plus longues de forme que les 0,50. Oui. D'accord. C'est même un avantage pour vous. C'est un avantage pour vous parce que lorsque vous vendez la bouteille à 250, à 500, vous avez là-dedans le coût de la bouteille, vous avez le coût de l'étiquette. Mais lors d'un événement comme celui-là, vous allez vendre vos jus dans des gobelets. 200. À 200 francs. 200 le petit gobelet. Et la bouteille de 250 milli, oui, mais c'est juste pour se rafraîchir en fait, puisque c'est des jus nature. Et en tant que commercial, c'est vous qui montrez aux gens l'importance de consommer ces jus-là. Voilà, mais Monsieur Minsa, le gobelet de 200 francs là, c'est lequel? C'est celui de 200 centilitres là, 200 milligrammes là. C'est celui que vous voyez, les gobelets jetables blancs là. Que les vendeurs de café ambulants là vendent à 300 francs là. Voilà, le plus petit là. Oui. Vous le vendez à 200 et une bouteille de 250 milli vous donne 3 bouteilles, 3 gobelets en fait. Donc, quand vous vendez les 3 gobelets à 600, vous n'avez plus besoin d'acheter l'emballage ni de coller l'étiquette. Vous avez un petit bénéfice en plus et 100 francs au-dessus. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si quelqu'un dit, mais non, mais ce jus-là est très bon, moi, je ne peux pas me contenter d'un verre, donnez-moi une bouteille. C'est là où vous vendez maintenant les bouteilles. Est-ce que vous voyez? Et là, vous les présentez en bouteille de 250 milli, en bouteille de 300 milli, 400 milli, 1 litre, du moins chacun selon ses moyens. Et c'est aussi l'occasion, lors de ces attroupements, de faire connaître vos jus. Vous allez distribuer, par exemple, des cartes de visite ou des flyers et vous ouvrez ce qu'on appelle un cahier, un fichier client. Ça veut dire que toutes les personnes qui achètent des jus chez vous, que ce soit un gobelet de 200 ou une bouteille de 2000 ou 5000, vous prenez son contact et après, vous allez leur envoyer des messages après l'événement afin que ces clients continuent à consommer vos produits. Je pense que si vous partez de là avec un fichier de 100 clients, ces 100 potentiels clients, vous allez tout le temps relancer et présenter aussi d'autres produits en dehors de ces jus-là.
Bon, moi, je voulais compléter comme information. Déjà, c'est très bien de pouvoir proposer un autre type de boisson que les boissons gazeuses. Parce que dans la foule, ce n'est pas tout le monde qui consomme les boissons gazeuses. Donc, effectivement, vous aurez des profils très différents comme ça, très particuliers comme ça, qui d'avance savent que pendant ces moments, c'est pas évident qu'elle tombe sur ce type de jus. Donc, quand vous serez la seule personne à apporter des jus pressés frais, soyez-en sûrs qu'on va vous dévaliser. Maintenant, pour répondre à comment vous allez vous y prendre, l'astuce, elle est assez simple. Tout va dépendre de votre budget. Si vous avez la possibilité de faire déplacer un stand, déplacez-le et vous l'habillez avec le logo de votre structure en donnant aussi tous vos éléments, c'est-à-dire numéro de téléphone, nom de votre page Facebook si vous en avez, etc. Il faut que vous soyez présent et très visible, de sorte qu'en dehors de ce que vous donnez comme consommation, que les personnes soient capables d'aller vous rechercher plus tard sur les réseaux sociaux ou simplement sur votre local si vous en avez. Donc, comment vous vendez? Pour vendre ici, il faut comprendre que tant que vous arrivez à satisfaire la demande selon ce qui va arriver, selon l'offre que vous allez apporter, vous allez vendre. Mais il faut être prêt. Et surtout, ne cherchez pas à être ne faites pas dans le social. J'ai envie de dire ceci. Le jus qu'une personne, le coca de 500 qui se vend sur le boutiquier à 500, dans un meeting, vous pouvez même le mettre à 700, tellement les gens auront chaud, ils vont acheter parce qu'ils n'auront pas d'autre solution. Voilà, c'est ça. Ils n'auront pas d'autre solution. Donc, ne vous dites pas que parce que j'ai l'habitude de vendre à 500, je vais toujours vendre à 500. Non. Démarquez-vous non seulement par la différence de type de jus que vous proposez, mais aussi le prix que vous proposez parce que ce sont les personnes très sensibles qui sont capables de mettre de l'argent pour des produits qui ne sont pas toujours accessibles pour elles. Donc, c'est comme ça que vous pouvez vous y prendre. Vous cherchez à être présent à travers un stand ou si vous venez avec une glacière, je ne sais pas, essayez de l'habiller d'une certaine manière pour que vous soyez visible. Si vous avez la possibilité d'imprimer, comme M. Salem le disait, si vous avez la possibilité d'imprimer des flyers, des prospectus ou quelque chose que vous pouvez remettre aux personnes à qui vous vendez, faites-le. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme réponse et astuce par rapport à vos produits. Alors, je vois, vous dites. Merci. Mettons que les personnes venant se faire enregistrer, par exemple, étaient résistantes à payer le forfait produit ou service proposé. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes là pour deux choses. Un, pour vous faire connaître. Deux, pour vendre. Donc, les personnes à qui vous partagez vos coordonnées, vos contacts, elles ne vont pas forcément vous recontacter pour un autre meeting. Elles ont d'autres événements de leur vie privée, vie personnelle. Voilà. Elles ont besoin de vous. Une personne peut avoir un mariage dans une semaine, 2 semaines, et c'est peut-être que dans le lot de 16 ans, de 7 ans, il y en a qui sont peut-être, je ne sais pas moi, diabétiques, qui ont été interdits de consommer des produits gazeux. Ces personnes vont vous appeler. Donc, le meeting, c'est simplement le lieu où vous venez constituer votre portefeuille client, où vous venez capturer des potentiels clients de votre business. Ce n'est pas forcément l'endroit où vous venez seulement pour vendre, non. Vous ne venez pas que pour vendre parce que vous êtes différent du commerçant qui fait de l'achat et de la revente. Vous faisiez de l'achat, de la transformation. Vous-même, vous produisez. Donc, vous êtes très différent du commerçant lambda. C'est ça. D'accord, merci. Donc, Monsieur Salem voulait ajouter ou bien? Oui, moi, j'encourage Madame Laurie. On est encore, il nous reste une semaine. C'est l'occasion de faire quelques petites promos là. On est en période de vacances, donc vous prenez le programme des candidats. Donc le prochain meeting, si vous n'avez pas de glacière, vous pouvez mettre des glaçons dans une bassine, je sais pas, ou quelque chose qui peut bien conserver les jus. Et les gens viennent, vous mettez directement le jus dans
dans le gobelet en respectant Les mesures règles d'hygiène. d'hygiène, de propreté, voilà, les BPF. Et en même temps, vous faites un petit chiffre et vous sortez de là avec un fichier client étoffé. Et vous pourrez leur proposer, comme M. Ralph disait, vos jus dans leur prochaine cérémonie en interne, en famille, en fait. Voilà. Surtout qu'il faut penser à deux choses. Il y a ceux à qui vous partagez votre contact, mais il y a surtout ceux dont vous récupérez les contacts, selon les Voilà. échanges que vous allez avoir. Parce qu'il y a celui qui veut juste avoir plus d'informations sur qui vous êtes, et puis voilà. Mais il y a un autre type de client ce jour qui va vous poser des questions un peu plus profondes et vous allez pouvoir dresser son profil. Et cette personne, c'est moi qui donne le flyer, et cette personne, je récupère plutôt le contact. C'est vraiment à vous de faire la différence entre la qualité des échanges que vous allez avoir. C'est vraiment sur ça que ça va se jouer. Si c'est une dame qui vous montre qu'elle-même aussi est dans peut-être l'événementiel ou dans l'organisation de ce genre de choses-là, elle, vous prenez votre contact parce que soyez-en sûr, elle a beaucoup de personnes en tête. Elle a beaucoup de choses qu'elle fait. Donc, c'est à vous d'aller vers elle pour Oui. un partenariat pour que vous soyez toujours présent lors de ces Très prestations. bien. Des partenariats, oui, c'est bien. Donc, c'est vraiment avec ce mindset que vous devez venir dans, à un meeting. Le meeting, c'est vraiment, comme je dis, c'est une foule. Et dans cette foule-là, il y a les consommateurs directs, il y a des consommateurs indirects, il y a ceux qui viennent en tant que clients et ceux qui peuvent être transformés comme des partenaires d'affaires. C'est ça. Voilà. Merci. Donc, on va poursuivre avec les activités libérales. Et là, je vais aller sur un point que beaucoup de personnes négligent. Et ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises lorsqu'on est dans une sortie en ville ou dans une course qu'on est en train de faire. Il arrive qu'on ait des accidents. On peut avoir un accident où la chaussure se décolle, la babouche se coupe, ou le vêtement craque, des choses comme ça. Et sur place, c'est compliqué. Donc, quelqu'un qui vend, qui a l'habitude de vendre ce genre d'article-là, elle peut venir avec un petit lot de de t-shirts simples, des babouches rapidement, là, qu'une personne peut acheter à 2 000, à 3 000, à 5 000. Il y a des femmes qui ont des accidents comme ça, la talon se décolle, elle ne sait plus quoi faire, elle veut venir avec la talon là. Et il faut qu'elle trouve comment pouvoir être mobile après cet accident. Donc, mais il y a aussi un autre accident que vous omettez, monsieur. Lequel? Quand on a l'écoulement, il n'y a pas, et on se retrouve en ville, on fait comment? Est-ce que quelqu'un ne peut pas déjà signer des partenariats pour déposer, je ne sais pas, des toilettes portatives là? Des toilettes démontables, des toilettes. Mais pourquoi on ne peut pas aussi? Il y a un Gabonais qui voulait emmener le projet là, mais je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à donner ce marché-là. Je ne sais pas où sont surtout même les toilettes publiques là. Sinon, j'aurais déjà pris même 2 ou 3 positionnés en ville et puis faire payer comme on fait payer au quartier. Pourquoi il n'y a pas ça en ville? C'est un projet très rentable aussi. C'est très rentable, même à 300, ils vont donner. Mais écoutez, si c'est l'installation de toilettes démontables sur la voie publique, ça peut être rentable, certes, mais c'est beaucoup plus sur l'aspect technique et hygiène de la chose que ça se complique. Ouais. Parce qu'une toilette, c'est d'abord le lieu où les gens viennent se soulager et de manière naturelle, il y a émission d'odeur et de fluide. Ça fait qu'on ne peut pas disposer ça n'importe où. D'accord? Ça, c'est le premier point. Sur le point même communal, un toilette, c'est pas comme installer un box Airtel pour faire des mobicash ou Airtel Money. C'est pas pareil. Mais on peut quand même avoir des zones assez sensibles où les placer pour ne pas choquer la sensibilité des pendant un meeting, vous pouvez le faire parce que... Et ça demande aussi de gros moyens logistiques. Parce que les toilettes, sans vous couper, ça demande aussi de gros moyens logistiques. Oui. Pour déplacer une toilette, il faut avoir un camion approprié, des véhicules appropriés. C'est pas le pick-up. Vous devez avoir des partenariats avec ceux qui sont dans la vidange. Oui, voilà. C'est la raison pour laquelle ça coûte cher, c'est 90 000 jours. Si vous voulez installer une toilette publique lors d'un événement, c'est 90 000 jours. Ah, ça. Oui.
faut Donc, même encore même une tente avec 100 chaises. Hein. donc, vous Voilà. comprenez que ce n'est pas n'importe qui déjà qui se permet de louer une toilette publique démontable. Et ce n'est pas aussi n'importe où qu'on l'installe. Ce n'est pas n'importe où. Parce que si c'est un meeting qui doit recevoir 100 personnes ou 200 personnes, on n'a pas besoin d'une toilette publique. C'est lorsqu'on commence à avoir un public, ou lorsqu'on commence à avoir des événements où on attend peut-être, je ne sais pas moi, 2000, 5000 ou 10 000 personnes, là oui, c'est plus que nécessaire. Et là encore, on ne va pas tout de suite le mettre d'abord à disposition du public général. Il sera à disposition du VIP. Voilà. Après le VIP, s'il y a de la volonté de satisfaire tout le monde, là maintenant, on peut proposer ça au public lambda. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre à disposition comme ça pour tout le monde. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand les gens vont commencer à y aller, ce qui va se produire là-bas, ça ne va pas mettre du temps, il sera HS. Hein? Voilà. On connaît la suite. On connaît la suite. Il sera HS. Donc, c'est ça. Mais ce n'est pas tout le monde vraiment. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas pour tous les événements. Vous allez voir que c'est beaucoup plus des grands forums, des grands ateliers, des Oui, coins oui. où il y a des hautes personnalités. Là, oui. Mais pour des meetings, c'est la population de tous les jours, non. Personne ne vous fera ce luxe-là de vous On peut installer aussi un toilette avoir public. l'option de se balader avec les unités dans son téléphone pour faire des flashs. Hein. Voilà aussi Voilà. un Bien moyen de sûr. gagner l'argent. Bien sûr. Mais monsieur Minsa, pour faire ça, moi je l'ai fait, mais avec la puce Libertis. Mais pour faire ça, en fait, il faut avoir une puce flash, une puce express. Parce que si on le fait avec notre propre téléphone, les frais seront conséquents par rapport aux transactions que l'on aura à faire. Alors que Non, vous lorsqu'on prenez une dispose puce, d'une puce, vous prenez une puce, c'est pas votre puce, vous prenez une puce spéciale pour faire des flashs. Avec cette puce, oui, on n'appelle pas. monsieur Minsa, pour avoir la puce là maintenant, même la puce Airtel pour faire les flashs, c'est compliqué. Il n'y a que les puces Move pour faire les express. Moi-même, je faisais ça les vacances passées. Je Ah vendais bon? les unités, les recharges Libertis. Oui, oui. Et après, il faut trouver encore un revendeur, en fait. Il faut trouver celui vers qui vous donnerez toujours de l'argent pour qu'il vous transfère Oui. C'est ce que les les Maliens unités font qui là, les sont là boutiquiers font. encore. Il faut toujours aller Voilà, et puis s'abonner à un ils grossiste. ont tellement Parce qu'en principe, monopolisé on le n'achète pas les marché, unités en détail. c'est difficile pour On un achète les Gabonais unités chez les d'avoir grossistes, c'est à ça. partir d'1 million. Non, Liberty, c'est pas à partir d'1 million. Liberty, c'est quoi? C'est à partir de 10 000. Hein? On te donne 9 000 de. En fait, tu donnes 9 000, on te donne 9 600 de recharge. Et les 400 là, c'est ton profit. C'est ton Oui. profit. C'est comme ça maintenant. Mais la Ah, puce, d'accord. elle est pas payante. Quand vous arrivez, vous demandez que vous voulez une puce express pour faire les recharges. À Oui. Gabon Télécom, ils vous donnent ça. Gabon Télécom qui est derrière le Sénacom là. Ils vous donnent ça. Maintenant, vous emmenez 10 000 francs. Dans les 10 000, on vous recharge 9 600 et les 400 en plus, là, c'est votre bénéfice à vous-même. Bénéfice, Donc, chaque fois que vous voudrez pour 10 000, vous allez donner à votre distributeur là 9 Oui. 600 et lui vous envoie 10 000. 9 600 et lui vous envoie 10 000. C'est comme ça. Mais avec Voilà. Airtel, c'est compliqué. Voilà des petits Airtel, véhicules aussi il faut qui passer rencontrent. par les Westaf là, qui sont là à UGB du centre-ville là. C'est eux qui Oui, gèrent oui. maintenant ça. C'est compliqué pour les Gabonais. Ils sont sortis comme Donc, ça. on va continuer. On va encore discuter pendant 10 minutes maximum avant de clôturer. Donc, pour poursuivre, une façon aussi de capitaliser sur les meetings à période électorale, c'est d'essayer de rentrer en contact avec le comité organisateur ou organisatoire des meetings de chaque candidat, que ce soit un candidat pour la législative locale ou présidentielle, trouver le moyen
d'être autorisé à installer son stand, peu importe lequel. C'est-à-dire que Oui. certes, pendant le meeting, il y a des besoins, tout ce qui se présentent, mais on peut profiter aussi d'un meeting pour faire la com de son entreprise, de sa PME, de sa start-up, peu importe le domaine dans lequel on fait. Parce que c'est l'objectif même d'un entrepreneur, se faire connaître et se faire aimer. Parce que si on vient seulement se dire, bon, moi, je dois seulement vendre les jus, je dois seulement faire les sandwichs. Mais non, parce que les gens qui sortent du meeting, ils ont une autre vie, ils ont d'autres besoins. Vous voyez? Donc, il ne faut pas se limiter en disant que je dois seulement proposer des produits, des services liés à ce meeting-là. Maintenant, c'est avec l'autorisation de l'organisation de ces meetings-là que vous arrangez. Vous vous arrangez pour qu'à chaque fois qu'il y a une sortie, qui vous permette de positionner votre stand. Maintenant, c'est à vous de choisir le bon qui a la capacité d'attirer la plus grande foule. C'est là où ça va se jouer parce qu'il ne faut pas déployer de l'énergie et ce n'est pas rentable par la suite. Non, rien à voir à la fin, oui. Voilà, il faut vraiment être très malin pour comprendre que le déplacement de votre stand va vous coûter de l'argent. L'impression de vos visuels support papier, ça va vous coûter de l'argent. Et il faut vraiment que ce que vous venez aussi proposer soit attrayant. Ne venez pas proposer une prestation ou un service qui n'est pas vraiment intéressant et pour dépenser dans la com, le transport et tout ça. Donc, il ne faut pas déployer de l'énergie, du temps inutilement. Donc, c'est le conseil que je voulais apporter. Monsieur Salim a quelque chose à dire? Non, c'est bon parce que, comme je l'ai rappelé aussi, avant de se lancer dans un projet, il faut calculer la dépense, voir l'investissement, le coût d'investissement et le retour sur l'investissement. Donc, il y a des projets qui ne nécessitent pas de gros moyens financiers ou logistiques. Ça, on peut les déployer si nos moyens sont limités. Mais le plus important, que vous l'avez relevé au début, c'est le fichier client. Parce que toutes les personnes que vous allez rencontrer lors du meeting qui vont consommer vos produits, qui auront une idée de ce que vous faites, ce sont vos potentiels clients. De nos jours, grâce aux réseaux sociaux, vous leur transmettez votre page Facebook. Et je pense qu'à travers votre page Facebook, ce sera de nouveaux abonnés qui vont suivre ce que vous faites. Et parmi ces personnes, forcément, il y a des gens qui reviendront vers vous pour solliciter vos prestations, vos services, vos produits. Effectivement. Je voulais terminer avec une autre idée qui est très importante et là, c'est beaucoup plus pour les femmes. Oui. Lorsqu'on se prépare à aller participer ou assister à un meeting, généralement, nous les hommes, qu'on soit coiffé ou pas coiffé, on n'a pas de problème. Mais les femmes, votre apparence est très important. Voilà. Donc, il serait très pertinent pour une maquilleuse de pouvoir installer un petit box de maquillage ambulant sur place. De sorte que, entre les femmes qui quittent la maison, prennent le taxi, cherchent les places dans la foule, s'asseyent, se froissent, saluent les gens, tous ces bousculades-là, le maquillage va commencer à quitter, va commencer à fondre, etc. Donc, si vous mettez en place un petit stand ou box de maquillage rapide pour permettre à certaines qui n'ont pas pu se maquiller de se maquiller, pour permettre à celles qui se sont maquillées de corriger leur maquillage, avec un montant, un petit forfait rapide, vous allez avoir des clients. Parce que on a parlé de celles qui vont faire les photos pendant et après le meeting. Ben, vous pensez que les femmes vont vouloir faire les photos étant froissées? Non. Non. Elles seront bien de se retoucher là, mais quoi de mieux que d'avoir une make-upeuse à côté? Mais comme je dis toujours, ça va se jouer sur quoi? Votre vitesse d'exécution. Parce que pendant que vous êtes en train de retoucher une, les autres sont déjà là en groupe. Hein. Voilà. Et si vous êtes 3, 4, si vous êtes un institut de beauté et que vous avez plusieurs maquilleuses, tant mieux pour vous. Vous allez pouvoir maquiller 4, 5 personnes au même moment. Mais si vous êtes seul, vous allez très vite déborder. Donc, il faut être aussi rapide. Mais toujours être que l'idée, c'est ça. Pouvoir corriger
ou maquiller sur place les femmes qui auront besoin de ce service rapide. Et ça peut être très intéressant à aller proposer lors des meetings. Donc, c'est par là que je voulais terminer. Donc, merci pour votre présence. C'était un premier live. Pour ceux qui suivent le live depuis chez eux, merci merci d'être passé. Prochainement, parce que moi-même, je n'avais pas encore le logiciel que j'utilise actuellement pour le live. Je pense que je vais l'adopter. Et au prochain live, on va commencer plus tôt. On fera des tests plus tôt. Et je informe déjà aussi que ceux qui voudront faire la publicité de leurs produits ou services pendant le live, vous pouvez simplement me contacter sur la page Facebook ou YouTube. Comme ça, avant le début du live, pendant le live, on pourra prendre des petites pauses pour faire la promotion de votre produit et de votre service. Donc, merci encore d'avoir pris part à ce premier live YouTube. C'était pas facile, mais vous avez été là et c'est le plus important. Donc, on se dit à la prochaine. Le prochain live sera jeudi. Le thème n'est pas encore décidé. On va le décider et puis vous serez informés. Mais ce sera jeudi à quelle heure comme ça pour que je sois à l'heure? C'est 20h. Oui. Ok. Comme ça, je serai à l'heure. Voilà. D'accord. Mais je suis déjà aussi en phase de légalisation, de formalisation. J'attends ma fiche circuit. Ah, mais il faut simplement que l'ANPI vous accélère les choses. Donc, merci aussi à Franck. Merci à Franck depuis le Cameroun d'avoir suivi. J'espère que tu vas inviter prochainement tes frères et sœurs aussi à venir nous suivre. Et voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Au revoir à tous. Au revoir.